À la une de cette édition, la Banque africaine de développement recommande l'implication des banques multilatérales pour le financement du développement post-Covid. Elle a organisé ce 20 octobre 2023 une conférence sur le thème « L'évolution de l'architecture mondiale du financement du développement, implication pour les banques multilatérales de développement post-Covid ». 33 impétrants de l'Advanced Management Programme de MDE Business School ont reçu leur certificat de fin de formation. La 13e promotion de l'Advanced Management Programme a été baptisée Sagrada Familia, Sainte Famille. L'association Women in Logistics Africa et l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire sensibilisent à la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, et c'est à voir dans ce journal. Et puis l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a célébré ses travailleurs. Elle veut promouvoir l'excellence et inspirer les jeunes générations. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. La brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Gendarmerie nationale, a fait une importante saisie de lait frelaté. 2700 sacs de 25 kg chacun. Une saisie faite ce 21 octobre 2023 grâce également à la collaboration de la population de Koumassi-Remblai. C'est suite à un appel anonyme que la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce et de l'Industrie et la Gendarmerie nationale ont saisi dans ce magasin à Koumassi-Remblai ces 2700 sacs de lait frelaté de 25 kg chacun, soit un total de 67 tonnes d'une valeur de 141 751 000 francs CFA. C'est cette quantité de lait impropre avec des autocollants falsifiés qui devrait être, hélas, vendue à la population ivoirienne. Heureusement, cette vigilance. En poudre entier est un produit assez sensible. Donc ces produits, c'est ça que vous voyez juste derrière moi, ont fait l'objet d'abord de falsifications parce que les dates sont passées depuis le 20 juillet 2023. Donc ces dates ont été couvertes par des étiquettes et ils ont mis des nouvelles dates qui courent jusqu'au 2 février 2024. Donc à travers cette manœuvre-là, ils ont réussi à tromper la vigilance et de certains opérateurs économiques ainsi que des consommateurs. Donc par un appel anonyme via le 1343 ou l'application contrôle citoyen, généralement voici les instruments par lesquels nous sommes saisis. Nous avons pu... Une saisie faite grâce à la collaboration de la population de Koumassi-Remblai. En attendant de mettre la main sur les véritables coupables, ces biens sont immédiatement placés sous scellé. Nous allons lancer une opération très bientôt. Il ne faudrait pas ameuter ou alerter les fraudeurs ou effrayer les consommateurs très bientôt pour que nous puissions les retirer du marché. C'est la raison pour laquelle vous avez à mes côtés le sous-directeur de la répression des fraudes, M. Koni Wazeman, ainsi que le directeur régional d'Abidjan Sud 2, M. Kondo Kwadio, qui sont tous là. Leur présence nous permettra de mettre en place une stratégie pour pouvoir enlever ces produits-là sur le marché. Le commandant Armand Kofi a profité de cette importante saisie pour lancer un appel à la population afin de mieux les sécuriser face au lait intoxiqué en provenance, faut-il les souligner, des pays étrangers, lesquelles populations qui l'invitent d'ailleurs à plus de vigilance. Les coupables de cette forfaiture, quant à eux, pour l'instant dans la nature, sont passibles d'une amende allant de 100 000 à 100 millions de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement ferme de 2 mois à 2 ans. Et puis pour le financement du développement post-Covid, la Banque africaine de développement recommande l'implication des banques multilatérales. L'Institut africain de développement a organisé ce vendredi 20 octobre 2023 au siège de la BAD une conférence sur le thème « L'évolution de l'architecture mondiale du financement du développement, implication pour les banques multilatérales de développement post-Covid ». Cette conférence était animée par le président de la BAD avec comme invité d'honneur en mode virtuel le docteur Jim Yong Kim, ancien président de la Banque mondiale, Pierre Tebeu et Richard Akeke.
Le Covid-19 a fragilisé des secteurs importants de l'économie africaine. L'éducation, la santé, les infrastructures, bref, tous les secteurs ont été impactés sur le continent. Aujourd'hui, c'est le conflit en Ukraine qui vient nous montrer comment le continent peine à poursuivre son développement. Dr Jim Yong Kim, ancien président de la Banque mondiale en visioconférence, et Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement en présentiel à Abidjan, ont présenté les impacts de tous ces conflits sur l'économie africaine. L'Afrique a plus que besoin d'argent pour équilibrer son économie. On a besoin jusqu'à là de 424 milliards de dollars de pouvoir même aider tous nos pays pour pouvoir réagir à l'impact qui continue de ça. Mais ce n'est pas simplement le Covid. Et après Covid, il y avait l'impact de changement climatique. Il y a l'impact aussi de l'endettement de beaucoup dans les pays, pays africains. Il y a aussi l'impact de conflits au niveau géopolitique, au niveau global, sur l'inflation et tout cela, et les prix de denrées qui sont vraiment en hausse. Il préconise de changer de paradigme si on veut parvenir à une croissance rapide en Afrique. Les intervenants font remarquer que malgré tout cela, les instruments existent et l'Afrique doit s'en saisir. La Banque africaine de développement avait lancé une initiative de 1,5 milliard de dollars pour aider les pays africains de pouvoir produire au moins 38 millions de tonnes de maïs et le blé et pour réduire l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a l'aspect aussi du changement climatique dans lequel la Banque africaine de développement a lancé un programme de 25 milliards de dollars. La BAD a développé des modèles qui permettent de répondre à ces chocs exogènes. Nous avons développé dans la Banque africaine de développement la modèle qui permettent aujourd'hui d'utiliser le droit de tirage spécial, d'avoir un effet de levier de 4 fois. Ça veut dire s'il y a un montant de 10 milliards de dollars donnés pour l'Afrique à travers de la Banque africaine de développement, il y aura un impact de 4 fois. Effet de levier qui donnera 40 milliards de dollars pour l'Afrique. Cette conférence a été organisée par l'Institut africain de développement IAD dans le cadre de l'édition 2023 de la série de séminaires d'éminents conférenciers Kofi Annan. Rappelons que Jim Yong Kim est actuellement vice-président et associé de Global Infrastructure Partners, un fonds qui investit dans des projets d'infrastructures multisectorielles à travers le monde. Après 9 mois de formation à la MDE Business School, les membres du programme Advanced Management Programme AMP 2023 ont reçu ce samedi 21 octobre leur certificat de fin de formation, marquant la fin du programme pour l'année 2023. La promotion des 33 impétrants a été baptisée Sagrada Familia, autrement la Sainte Famille. Colina Nogo et Doumbia Ayuba ont été témoins de cette graduation à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'est la fin d'un périple de 9 mois et le début d'une nouvelle aventure pour ces 33 impétrants du programme AMP 2023 de la MDE Business School. Devant parents, conjoints, collaborateurs et amis, cette 13e promotion de l'Advanced Management Programme 2023 a reçu ce samedi 21 octobre les parchemins marquant la fin du programme AMP pour cette année. Alors ce programme est réservé à toutes les personnes qui dans l'organisation ont des positions de directeurs généraux, de PDG, de PCA. C'est vraiment la première strate de responsabilité managériale. On est tenté de dire le sommet de la pyramide au sein des organisations. Ce programme-là leur est particulièrement dédié et les objectifs du programme sont de 3 ordres en gros. D'abord, c'est un programme qui permet aux dirigeants de revisiter et d'améliorer son processus de prise de décision. Comment améliorer la prise de décision dans tous les compartiments, aussi bien de l'organisation, aussi bien personnel, aussi bien associatif. Parce que la décision du dirigeant est importante. Elle a une implication sur l'ensemble de l'organisation. Donc, le dirigeant doit être exercé à prendre de bonnes décisions. Parmi les options et les solutions qui s'offraient, nous avons choisi la formation comme un des meilleurs leviers pour construire le futur
à travers la transformation et le développement personnel des cadres et dirigeants des entreprises publiques et privées. Mesdames et messieurs les membres de la promotion AMP, je vous adresse mes sincères remerciements et mes vives félicitations pour avoir choisi M2 Business School pour le renforcement de vos capacités en tant que manager. À l'instar de toutes les promotions AMP qui vous ont précédé depuis 2011 jusqu'à la 13e promotion qui est la vôtre, vous êtes devenus, vous aussi, non seulement des révolutionnaires, mais vous êtes désormais des apôtres de la transformation et du développement personnel, familial et professionnel. Ces 33 récipiendaires de l'AMP 2023, dont 7 femmes, ont été formés à la M2 Business School et à l'ISE Business School de Barcelone. Depuis mars 2023 jusqu'à cette cérémonie de graduation, cette 13e promotion dénommée Sagrada Familia a été formée dans les domaines clés dont le marketing, les ressources humaines, l'économie, l'éthique ou encore la finance. Au total, près de 180 heures de cours en présentiel pour les 8 sessions de formation. Un programme qui a donné ainsi les rudiments à ces chefs d'entreprise pour faire face au monde changeant des affaires. Certes, un parchemin n'est pas le parchemin qui est le plus important, c'est ce que nous avons appris, que nous avons reçu qui est le plus important. Nous avons eu plus de 9 mois de formation, 9 mois de dur labeur, d'apprentissage, 9 mois intenses dans lesquels on nous apprenait surtout à faire le vide en nous et à apprendre de nouvelles choses. Cette promotion 13 de l'AMP 2023 intègre ainsi la grande famille des alumni de la M2 Business School. Depuis sa création en 2003, la M2 Business School se consacre à la formation de haut niveau pour les dirigeants et cadres d'entreprise à travers plusieurs programmes alléchants, dont l'AMP. Puis remise de diplôme par l'Institut Booster Afrique. Ce samedi 21 octobre 2023, l'Institut a organisé une cérémonie de remise de diplôme à des participants en fin de formation à la Maison de la Presse d'Abidjan. Objectif de l'Institut Booster Afrique, fournir une éducation de qualité, développer les compétences professionnelles des jeunes Africains et offrir une seconde chance pour une meilleure intégration professionnelle. Michel Brou et Richard Akiki. Ce sont 301 participants ayant achevé des formations à l'Institut Booster Afrique qui reçoivent leur certificat de fin de formation. Après une année d'apprentissage, ces diplômes viennent sanctionner les efforts de ces auditeurs. Tout au long de l'année, les apprenants ont reçu des enseignements en ligne et en présentiel pour renforcer leurs connaissances et leurs compétences dans différents domaines, notamment des formations qualifiantes et professionnelles. Célébrer la réussite était le sens à cette cérémonie qui voulait inviter la jeunesse à faire le choix de la formation afin de garantir leur réussite socio-professionnelle. C'est une journée de gratitude, non seulement à Dieu, mais aussi à tous, à nos partenaires et à ces étudiants qui ont fait confiance à Booster et qui aujourd'hui nous sommes fiers, et nous sommes fiers aussi pour l'engagement qu'on a pris ensemble. Nous voulons dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a tout de l'espoir pour tous ceux qui pensent que le temps de encore à l'école. Parce qu'ils pensent qu'étant au boulot, il n'y a plus de temps pour aller à l'école. Non, il y a encore du temps, parce qu'il y a encore les cours du soir qui sont toujours disponibles. La cérémonie de remise de diplôme de l'Institut Booster Afrique est un événement qui contribue à la promotion de l'excellence. Cette cérémonie vient achever l'année académique 2022-2023. Ouvrons une page santé dans ce journal. L'association Women in Logistics Africa, en collaboration avec l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, a organisé une cérémonie de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Cette campagne a pour principal objectif de faire prendre conscience des actions simples et quotidiennes qui aident à lutter contre ces fléaux. Les détails dans cet élément. Elles sont venues des différentes communes d'Abidjan pour participer à cette campagne de sensibilisation de lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Pour l'association Women in Logistics,
Africa, en collaboration avec l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Il faut davantage sensibiliser les femmes pour qu'elles prennent toutes les dispositions et lutter contre ce fléau. Pour nous, c'est très important de porter notre voix dans cette campagne de sensibilisation durant ce mois d'octobre. Nous avons énormément de femmes qui sont touchées par le cancer du sein. C'est le premier cancer qui menace beaucoup la femme, déjà par notre condition féminine. C'est une organisation de femmes professionnelles secteur maritime et portuaire. Et nous sommes dans le mois d'octobre, dit Octobre Rose, où partout dans le monde entier on fait la sensibilisation sur le cancer du sein. Et nous avons trouvé qu'il était opportun pour nous de donner l'information aux femmes. Parce que nous pensons que lorsque nous avons la bonne information, nous pouvons adopter les bonnes pratiques. Nous sommes là parce que c'est avant tout faire la promotion du droit à la santé. C'est-à-dire qu'en tant que femme, en tant qu'être humain, tous les êtres humains ont droit à la santé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'être soignés, ils ont le droit d'avoir des informations sur leur santé, ils ont le droit de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils sont malades. Voilà, tout ça, ça fait partie des droits de l'homme. Lors de cette campagne de sensibilisation contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, il est revenu au docteur Nicolas Betsy de sensibiliser les femmes à travers des vidéos. Il faut arriver à se faire autant, moi je dis toujours aux gens, autant vous planifier aujourd'hui, de vous manger matin, midi, soir, planifier la consommation de bons compléments alimentaires. Notons que selon les spécialistes, si les cas de cancer du sein masculin sont rares et représentent moins de 1%, par contre, le cancer du sein féminin occupe le deuxième rang parmi les causes de décès liées au cancer chez les femmes. Le cancer du sein est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales qui forment alors des tumeurs. En 2020, on a recensé 2,3 millions de cas féminins et 685 000 décès dus au cancer du sein dans le monde. Ce samedi 21 octobre 2023 s'est tenue la 4e édition de la Journée nationale de lutte contre les AVC, couplée à la 2e édition de la marche sportive. Organisée par l'ONG AVC Espoir, cette journée était marquée par le thème « La prise en charge des AVC en Côte d'Ivoire, défis et perspectives ». L'objectif de cette journée était de sensibiliser les populations à la pratique régulière du sport. Reportage Michel Brou, Richard Akeki. Nous sommes au plateau d'or d'Akwedo, où le temps pour la 2e édition de la marche sportive a été donné. Ils étaient plus de 500 participants qui sont venus allier l'activité physique à la sensibilisation de la 4e édition de la Journée nationale de lutte contre les AVC. Marche, fitness, match de football ont constitué le menu à ce programme. Un circuit de 8 km a été effectué par les participants allant du génie civil en passant par Abata et Faya. Pour les initiateurs, cette activité est un signal qui invite les populations à intégrer le sport dans leur vie quotidienne. Nous avons institué cette journée. Il faut dire que nous sommes quand même à la 2e édition de la marche sportive contre l'AVC. Nous l'avons instituée parce que nous avons voulu donner par l'exemple ce qu'il faut faire pour éviter de faire un AVC. Parce que comme vous le savez, moi-même cadre supérieur dans une entreprise de la place, j'ai été victime d'un AVC. Et donc aujourd'hui, on se bat avec toute mon équipe pour réduire le taux de victimes d'AVC dans notre pays. Parce que les chiffres sont alarmants. On nous parle de 15 000 nouveaux cas d'AVC par an en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une tragédie. Des professionnels sont venus partager leur expertise et conseils pour éviter les cas d'AVC. Ils ont également rappelé l'importance d'une hygiène de vie saine et la pratique régulière d'activités physiques. L'AVC, quand il est installé, il est déjà installé. Donc ce qu'on veut, c'est éviter que l'AVC survienne. Donc c'est plus sur la prévention primaire qu'il faut jouer. Donc l'hypertension intégrée, c'est-à-dire chacun doit prendre sa tension régulièrement, ce suivi-là, la glycémie régulièrement. Et pour éviter ça, il faut manger moins sucré, moins salé. Ça, c'est plus facile à faire. La 4e édition de la Journée nationale de lutte contre l'AVC, couplée à la 2e édition de l'ONG AVC Espoir, s'est achevée par un match de gala dans une ambiance bon enfant. Rendez-vous est pris dans les mois à venir
à l'Institut national de santé publique d'Adjamé pour la distribution des bons de rééducation à une centaine de malades. Poursuivons ce journal avec les activités du district 403 à 2 du Lions Club International. Ce samedi 21 octobre 2023, le cabinet du gouverneur Daniel Sampa s'est réuni. Une réunion statutaire pour faire le point des activités du trimestre. Au cours de cette réunion, les différentes autorités de région, de zone et les membres du cabinet ont abordé les difficultés mais aussi les réussites du club. Cette réunion permettra de solutionner les problèmes afin de mieux servir la cause des démunis. Mondésir Nascimento et Dombi Ayuba. Toutes les instances du district 403 à 2 du Lions Club International mobilisées. Pour cause, la deuxième réunion du cabinet qui s'impose à tous les membres engagés auprès du gouverneur Daniel Sampa pour le mandat 2023-2024. Ils sont venus du Togo, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire pour échanger. Il s'agit de faire le point des activités du trimestre et de solutionner les problèmes rencontrés par les clubs dans leur mission humanitaire, mais aussi de service envers les plus démunis. Le gouverneur, sur la base des statistiques des activités, se dit satisfait et confiant quant aux solutions à trouver pour aider les plus pauvres. Aujourd'hui, c'est une réunion de cabinet, c'est donc du district. C'est une réunion pour faire le point du premier trimestre de notre mandat et voir avec les amis quels sont les points de réussite et puis surtout quels sont les points d'amélioration sur lesquels nous devons travailler. Le mot, c'est un mot d'abord de félicitations. Félicitations parce qu'il y a de belles initiatives qui sont prises. Nous avons déjà des accomplissements intéressants qui sont appréciés par l'ensemble du leadership Lyon en place aujourd'hui. Et puis un mot tout simplement aussi d'encouragement à continuer sur le chemin du développement de notre effectif, sur le chemin du service pour nos populations qui sont dans le besoin, parce que c'est notre vocation, servir nos populations dans le besoin. Et au cours de ces réunions, les problèmes rencontrés dans les clubs sont remontés au niveau du cabinet du gouverneur. Et comme nous sommes un certain nombre ici, chacun va apporter son expérience pour essayer d'aider l'officiel qui est confronté au problème à pouvoir régler le problème au sein du club ou au sein de sa zone. Il est bon de souligner que le Lions Club International a principalement 5 causes majeures. Il s'agit du diabète, des troubles de la vue, de la malnutrition et de l'environnement. Pendant ce trimestre, le tableau de bord du district 403 à 2 du Lions Club International affiche entre autres les résultats des dépistages sur 129 807 personnes, 26 268 enfants dépistés du cancer infantile et 36 679 repas servis. Je vous l'annonçais en titre, les travailleurs de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire ont été célébrés ce week-end au temple La Référence situé dans la commune d'Adjamé. Une cérémonie, la deuxième du genre, organisée par les Néhémis, l'association des travailleurs, cadres, hommes et femmes d'affaires, membres de l'Église. Objectif, promouvoir l'excellence et inspirer les jeunes générations. Walter Kofi et Tima Traoré. L'ouvrier mérite son salaire. Luc 10, verset 7, un passage biblique que l'Église évangélique Les Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a voulu démontrer en récompensant une trentaine de ses travailleurs. Ils sont cadres d'administration publique, chefs d'entreprise, artisans, hommes de Dieu, des ouvriers qui par leurs finances, leur temps et leur dévotion contribuent activement à l'expansion de l'Église et à son message. Pour eux, cet hommage sert de motivation et est une preuve que leurs actions ont un impact tant au niveau du développement économique et social des communautés que dans le corps du Christ. Dans un premier temps, c'est de bénir Dieu qui a rendu ce moment possible, une journée d'hommage aux travailleurs de l'Église évangélique des Assemblées de Côte d'Ivoire et bien entendu des hommes de Dieu
qui ont œuvré et qui œuvrent encore afin que le mouvement rayonne la gloire du Seigneur. Nous sommes des hommes et l'être humain a besoin à un moment donné qu'on puisse l'encourager. Les travailleurs chrétiens doivent prendre leur place dans le développement de notre pays. La Bible même le dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et donc nous devons œuvrer pour le développement de notre pays. Nous devons prendre notre part dans les différentes activités. Nous devons être des modèles dans les différents lieux de travail. Cette cérémonie d'hommage est une initiative des Néhémies, l'association des travailleurs, cadres, hommes et femmes d'affaires, membres de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. L'association s'est donnée pour objectif de promouvoir l'excellence et tente d'inspirer positivement les jeunes générations. Notre objectif, c'est d'abord de rendre gloire à Dieu, parce que le travail n'est pas donné à tout le monde. Ensuite, reconnaître le mérite des travailleurs, parce que chacun dans son domaine d'activité, chacun dans sa profession est un modèle. Il faut donc reconnaître cela et encourager les générations à venir. Notons que cette distinction aux travailleurs des Assemblées de Dieu est à sa première édition à Abidjan. L'édition précédente s'est tenue dans la ville de Bouaké. Les Néhémies se sont donnés pour rôle de renforcer les capacités matérielles, morales, financières, intellectuelles et spirituelles de ses membres, de sorte à faire d'eux des leaders dans le milieu professionnel et des acteurs de l'évangélisation. Rendons-nous à présent dans le village de Bonzi, situé dans la commune de Yamoussoukro. Il a abrité les festivités de la Journée mondiale de la femme rurale, organisée par le village SOS Enfants de Yamoussoukro. Cette journée a été célébrée autour du thème « Investir dans les technologies agricoles pour assurer la résilience des femmes rurales et garantir la sécurité alimentaire ». Elle a été l'occasion cette journée pour ces braves femmes d'exposer les difficultés dans la mise en œuvre de leur activité agricole. Charles Kwaku. Débutée par un défilé, cette journée a rassemblé les femmes de Bonzi et des autres villages placés sous le thème « Investir dans les technologies agricoles pour assurer la résilience des femmes rurales et garantir la sécurité alimentaire ». L'édition 2023 de la Journée internationale de la femme rurale a été expliquée à ces braves femmes lors des ateliers de formation à cette journée organisée par le village SOS Enfants de Yamoussoukro avec l'accompagnement de l'équipe de l'ANADER. Le thème de la Journée internationale de la femme rurale de cette année, je cite, « Investir dans les technologies agricoles pour assurer la résilience des femmes rurales et garantir la sécurité alimentaire » est évocateur. Au cours de cette journée, la porte-parole des femmes a fait remarquer que les femmes rurales détiennent le monopole de la production vivrière en étant des ouvrières de la sécurité alimentaire, de l'économie et de la stabilité des campagnes. Elle a appelé les autorités à leur venir en aide. La pyramide humanitaire a pour sous-bassement les femmes rurales, minorité d'ailleurs à cause des souffrances liées aux moyens caducs des instruments de travail. Pourtant, nous savons tous que nous ne pouvons vivre que des fruits de l'agriculture. C'est pourquoi nous allons vous charger tous autant que vous êtes ici présents d'un message très important à transmettre aux plus hautes autorités de ce pays. Qu'ils viennent en aide aux braves femmes rurales d'Abokwasiko, de Kpangbassou, de Petit Bouaké, de Bonzi et de tous les villages environnants en mécanisant leur agriculture. Il faut noter que dans sa résolution 62/136 du 18 décembre 2007, l'Assemblée générale des Nations unies ONU fait du 15 octobre la date commémorative de la Journée internationale des femmes rurales. Cette journée célèbre les femmes rurales pour leur rôle important dans le renforcement et le développement agricole et rural. Et puis à Bouaké, Amadou Koné, vainqueur des municipales en septembre dernier, a été investi devant les populations. À cette occasion, il a reçu tous les attributs faisant désormais de lui
le nouveau premier magistrat de la capitale du centre, Emmanuel Bonzo. C'est devant les populations de tous horizons qu'Amadou Koné s'est vu transmettre les pleins pouvoirs de nouveaux magistrats de la commune de Boaké. Remise d'écharpe aux couleurs du tricolore national et des attributs traditionnels du pays baoulé. Modèle s'est déroulé que ici c'est la savane et il fait très froid. Troisième fois, on va applaudir. Des appareils lui permettant désormais d'administrer en toute autorité la ville de Boaké. Une gestion que le nouveau maire entend articuler autour de son programme Boaké Nouveau. Boaké Nouveau est un programme qui s'appuie sur les notions de solidarité, d'amour du prochain. Boaké Nouveau repose essentiellement sur des piliers parmi lesquels je voudrais citer la mise en place d'une assemblée citoyenne de 100 membres, composée de représentants des quartiers, de représentants de la diaspora nationale, de représentants de la diaspora internationale de Boaké et de représentants des couches socio-économiques, culturelles et sportives de Boaké. Par cette investiture, Amadou Koné devient le 7e maire de la capitale du centre en vue de poursuivre les œuvres de développement de ses prédécesseurs. À Tabou, le conseil municipal a tenu sa 2e session. Sous la présidence du nouveau maire Jean-Luc Oualo et en présence de Zoumana Diomandé, secrétaire général de préfecture de Tabou, le conseil a abordé plusieurs points. Examen et adoption des projets de règlement intérieur des organes municipaux, examen et adoption du projet de mise en place des commissions permanentes du conseil municipal. Le compte-rendu avec Mondésir Nascimento. À Tabou, le conseil municipal a tenu sa 2e session. Sous la direction effective du nouveau maire Jean-Luc Oualo, 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit notamment de la lecture et adoption du procès verbal de la réunion du conseil municipal du 20 septembre 2023, de la communication sur le procès verbal de la réunion de la municipalité du 29 septembre 2023, des informations diverses, mais surtout de l'examen et adoption des projets de règlement intérieur des organes municipaux et enfin l'examen et l'adoption du projet de mise en place des commissions permanentes du conseil municipal. C'est une 2e session qui permettra aux nouveaux magistrats de la commune de Tabou de prendre toutes ses marques. La municipalité et tout le conseil sont disposés à faire en sorte qu'au soir de la fin de notre mandat, nous puissions laisser des empreintes positives ici à Tabou. Nos services sont ouverts pour donc écouter, pour parler, discuter et proposer. C'est ça notre vision. Et nous pensons que la population a bien compris notre message et nous sommes ouverts donc à toutes sortes de suggestions et de propositions. Je ne suis pas satisfait pour ce premier conseil où la salle était inondée, où il n'y avait plus de place, où on était obligé d'ouvrir les portes et les fenêtres parce qu'il faisait excessivement chaud. Cela témoigne du fait que la population attend beaucoup de nous et nous sommes donc mis devant nos responsabilités et beaucoup de choses doivent être faites pour rassurer les populations. Zoumana Diomandé, secrétaire général de la préfecture de Tabou, présent à ces travaux, salue l'esprit de tolérance et d'adhésion au développement qui a prévalu lors de cette session et s'est engagé au nom du préfet de Tabou à accompagner la nouvelle équipe municipale. Continuer à soutenir le nouveau maire qui vient d'arriver, qui entre peut-être en rupture avec le conseil municipal et puis le maire qui était d'ailleurs président de la salle, comme pour dire qu'il y a vraiment un esprit fair play. J'étais président de la salle depuis le début. Pour les populations et les observateurs de la vie publique à Tabou, plusieurs défis attendent le nouveau maire. Entre autres challenges, l'insalubrité, le bitumage des routes et le manque d'électricité à solutionner dans cette localité. En images, l'Afrique du Sud fait face à des délestages récurrents en raison de l'incapacité de l'entreprise nationale de l'électricité à répondre à la demande. Le pays négocie donc un prêt d'$1 milliard avec la Banque mondiale pour réduire les coupures d'électricité et reformer le secteur énergétique. Et puis, l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez a signé un accord avec le groupe chinois Hengtong pour l'extension de son usine égyptienne en vue de produire 2 millions de kilomètres de câbles à fibre optique par an pour un investissement de $18 millions. Ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.